Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le modèle opérationnel. Aujourd'hui, c'est le zoom sur la partie ressources humaines. Alors, ressources humaines, c'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Et comme d'hab, on va essayer de mettre un peu de sauce sur la viande, le poisson ou le plat végétarien, comme vous voulez. Donc là, en gros, ChatGPT nous donne le consensus statistique sur un sujet donné, donc sur la partie ressources humaines du modèle opérationnel. Bon, déjà, moi, j'ai un petite alerte parce qu'on parle de ressources humaines. Je m'attendais plutôt à ce qu'on parle de personnes ou people en anglais, mais pas des ressources humaines. Alors là, comme d'hab, on va un peu commenter ce qu'on va lire. Et là, on va être un peu très critique aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans la partie ressources humaines? Donc là, c'est pas la partie personne. Et ben, on va parler attraction des talents. Alors moi déjà, quand je vois talent, il faut attirer des talents qui viennent de l'extérieur parce que c'est bien connu, les talents, on n'en a pas chez nous. Bon, voilà, je suis assez critique parce que souvent je trouve que, les talents, en fait, ils sont là, c'est juste qu'il faut mettre les gens dans les bonnes conditions pour qu'ils se révèlent être un talent et que voilà. Donc en fait, on fait du recrutement et de la sélection. Alors il y a quand même un sujet sur, quelles sont les personnes qu'on veut avoir, dans la société. Ça, je trouve ça intéressant. Alors pourquoi? Allez, je dézoome. Moi, je m'attends à trouver dans la partie personne, la partie culturelle, donc en gros, c'est les comportements par défaut dans une organisation, le rôle du manager et après le rôle des collaborateurs. Donc je m'attends à trouver ce triptyque et c'est là où je vais regarder et c'est là où vous allez voir qu'assez vite, on va éteindre ChatGPT. Pourquoi? Parce que recrutement et sélection, alors là, c'est quand même assez intéressant parce que ça touche la partie culturelle, les types de personnes qu'on veut dans la société et comment on va le faire. Donc là, ça va aussi toucher le rôle des managers. Formation et développement, donc vous avez bien vu que ce sont les RH qui identifient les compétences nécessaires, ce sont les RH qui peuvent instaurer des programmes et c'est les RH qui investissent dans le développement. Bon, je ne sais pas où sont les managers, mais en tout cas, c'est dans l'exemple de ChatGPT, c'est les RH qui font tout. Après, on va parler de gestion de la performance, je passe un peu dessus. Là, après, on a la gestion des talents avec la planification de la relève, avec les RH qui identifient les talents. Ils font beaucoup de choses, les RH, et je ne sais pas ce que font les collaborateurs et je ne sais pas ce que font les managers. Et après, bon, gestion la rémunération. Là, oui, c'est, on va dire, du périmètre régalien de la partie ressources humaines. Et après, on a la partie relations avec les employés, santé, sécurité, des choses un peu plus normales sur la partie ressources humaines. Mais en tout cas, que fait le manager? Je ne sais pas trop. Mais après, ici, il y a quand même la partie culture. Je l'ai trouvé, mais c'est les RH qui jouent un rôle clé dans la définition, la communication et le renforcement de la culture d'entreprise. Donc, c'est les RH qui définissent la culture d'entreprise. Bon, on va arrêter là hein, parce que sur cette partie-là, modèle opérationnel selon ChatGPT, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de jouer à Pipo Bingo. Bon, on vous aura montré. Ouais, voilà, c'est, les limites, on va dire de cet exercice avec ChatGPT. Effectivement, quand tu es même dans une petite boîte, sur la culture, c'est ce qu'il y a de plus important parce que c'est là que tu délivres les intentions générales et comme tu disais, les réflexes, de base, que les entreprises, que les équipes développent, dans les entreprises. Après, le management et la manière dont on fait grandir les collaborateurs, pardon. OK, les RH peuvent avoir un impact dessus, mais c'est quand même porté plutôt par la structure. Allez, ce qu'on va faire alors, on va revenir au début, culture. On va reprendre notre modèle parce qu'en fait, il est meilleur. En toute humilité. Donc en gros, la culture, c'est quoi? C'est les comportements par défaut, ou je dirais des fois, c'est, quand, personne vous regarde, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc ça, pourquoi on parle que c'est culturel? Parce que quand vous allez d'une organisation à une autre, vous allez vous rendre compte que les comportements par défaut sont pas les mêmes. Alors après, dans la culture, on peut parler des valeurs qui sont accrochées au mur. Moi qui ai été dans une grande banque dans une vie passée, il n'y avait aucun lien entre la partie valeurs accrochées au mur et les comportements des gens. Donc ça, pour moi, c'est pareil, c'est du pipo bingo. Autre exemple, il y avait un motto dans une autre société dans laquelle j'étais, donc un slogan. Et on avait regardé avec des collègues savoir si on avait déjà utilisé le slogan une seule fois dans une seule mission, et la réponse était non. Donc en gros, moi je trouve que ça a moyennement d'intérêt. Ce que j'aime bien, c'est avoir des principes par défaut qui nous disent, OK, on est dans un contexte qu'on n'avait pas prévu. OK, globalement, comment est-ce qu'on va réagir? Et là, on peut définir quand même des comportements par défaut. Par exemple, sur la partie produit, on pourrait dire, nous, on va valoriser plus l'impact pour les utilisateurs que les livrables. Donc ça, c'est des principes clés qu'on peut avoir. Il ne faut pas qu'il y en ait 72 parce que sinon, ça ne vaut rien. Et en général, dire que c'est des gens en haut qui ont décidé, bah voilà, vous allez bosser comme ça, bah ça marche pas trop. C'est un mélange de ça remonte et ça descend. Et dedans, on va retrouver par exemple
un facteur qui est très culturel, c'est comment sont prises les décisions. Et c'est là où vous pouvez aller voir les protocoles de prise de décision, où on va retrouver le HIPPO, là, le Highest Paid Person Opinion. En gros, c'est le chef qui décide. On peut faire du consensus, tout le monde est d'accord. On peut faire de la majorité. On peut faire du consentement où je propose et vous pouvez mettre un veto. Il y a un autre protocole que je trouve aussi intéressant qui s'appelle Disagree on Commit. C'est on va accepter le fait qu'on n'est pas d'accord, mais par contre, on va tous s'engager à y aller. Et donc là, en général, c'est pour des décisions qui tomberaient d'en haut en disant OK, on va pas en parler pendant 10 ans. À un moment, on se dit disagree on commit. OK, on n'est pas d'accord, tu as exprimé ton désaccord. Et on va quand même le faire. On est tous d'accord. Et à un moment, on va arrêter d'en discuter. Et donc ça, ce protocole-là, disagree on commit, on ne l'a pas dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises, non, c'est hypo. Cherche pas. En fait, je te demande pas si tu es en accord ou désaccord, tu vas le faire. Après, globalement, ce qu'on se rend compte, hein, et là, ça va toucher le rôle des managers. Je vais laisser Thomas compléter, mais c'est que est-ce que je veux que mon manager il soit sur de la motivation extrinsèque? Ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est que je vais vous motiver par le coup de bâton et la carotte. En gros, c'est sur tout ce qui est comportement un peu routinier ou que vous n'avez pas envie de faire. Je vais vous dire, OK, si tu fais ça, je vais te donner tant en plus, et si tu fais pas ça, je vais te taper dessus. Ça marche globalement pas si bien que ça sur la partie gestion de la connaissance. On est plus sur motivation intrinsèque, ou si je vais vous donner l'autonomie, les compétences et le sentiment d'appartenance à un groupe. Si vous avez envie de regarder la théorie, d'ailleurs, je suis en train de parler de Drive de Dan Pink, mais le bouquin scientifique qui est derrière, c'est Self-Determination Theory. Et en gros, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre les gens dans les bonnes conditions pour qu'ils soient motivés, et donc ils vont devenir des talents. C'est fou ça. Et globalement, c'est un peu, est-ce que les managers, ils veulent que leurs collaborateurs réfléchissent ou est-ce qu'ils veulent que leurs collaborateurs exécutent? Ça, c'est un trait très culturel. Et ça dépend pas mal de la société dans laquelle on est. Moi, sur la partie informatique, je ne crois pas du tout aux carottes et bâtons. Je crois plus à la partie où on doit réfléchir. Donc ça, c'est la partie culturelle où on va retrouver des comportements par défaut et on peut quand même agir dessus en définissant voilà comment on aimerait que ce soit, avec les principes clés qui nous aident dans le cas où on est perdu, on ne sait plus où on est, on se rattache aux principes clés. Est-ce que Thomas, Ouais, tu veux compléter sur la partie culturelle? ouais, quelquefois on nous pose la question, mais ok, j'aimerais bien changer la culture de mon entreprise, comment je dois faire? Dans ces cas-là, il y a accrocher des choses au mur, mais on sait que ça marche pas. C'est les comportements qui font que ça change. Donc c'est d'abord changer soi de comportement, décider, si on est à la tête d'une boîte, décider avec les autres qu'on va changer de comportement. Et c'est des choses qui vont ruisseler et qui prennent malheureusement un peu de temps. C'est pas des choses qui se font toutes seules. Et c'est vraiment par l'exemple. Alors c'est pas la seule manière de faire, mais c'est vraiment par l'exemple. Créer des principes et essayer de coucher ça sur du papier, c'est quelque chose qui peut permettre au moment de la transition de se rattraper, de se dire, OK, ah oui, c'est vrai, il faut que je me raccroche à ça. Mais c'est d'abord les comportements des leaders, pas forcément des dirigeants, mais des leaders de la boîte qui comptent. Et c'est là où moi je vais rajouter quelque chose. Bon, c'est un peu personnel et je ne suis pas très consensuel dessus. Là, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire des comportements qu'on a envie d'avoir. Il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est quand même aussi de décrire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas le comportement qu'on attend. Et là, c'est pas la personne qui essaye et qui n'y arrive pas, ça, c'est pas très grave. C'est plutôt la personne qui sciemment décide de faire autrement. Souvent, là, on dit qu'on ne va pas gouverner pour les 3%, donc on ne va pas embêter tous les gens, les 97% à cause des 3% qui sciemment font exprès de faire autrement. Donc là, en général, on ne fait pas des processus adaptés à cette personne-là pour justement laisser tous les autres travailler. Mais par contre, moi, j'ai souvent tendance à dire que les 3%, je ne fais pas des processus pour eux. Par contre, si je les chope, là, il peut y avoir quand même un peu de sanction parce que souvent, des fois, c'est des fautes. Et c'est là où il faut différencier après la partie erreur de la partie faute. Quelqu'un qui fait exprès de faire pas ce qu'on a décidé, on va dire collégialement, il faut quand même qu'il y ait. Alors, je vais peut-être employer le mot sanction. J'ose, allez, je vais jusque-là. Mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose parce que, après, globalement, moi, je suis un 97. Je vois que le 3, il fait exprès de faire n'importe quoi, il se passe rien. À un moment, j'ai un peu moins de motivation et je me dis, si lui, il fait n'importe quoi, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas n'importe quoi. Donc là, Ouais, après, tu mets c'est le les doigt dérives du sur, système. tu mets le doigt sur les comportements qui se diffusent à partir de 3%. Si tu as Oui. 3% et puis qu'il n'y a rien qui se passe et que finalement c'est plus facile de faire comme le 3%, le 3 va devenir 10, va devenir 30 et va devenir 100% de l'entreprise ou presque, quoi.
Et c'est là où on va retrouver beaucoup la partie posture managériale, où le manager, ce qu'on dit, c'est qu'il va faire un cadre pour que les gens soient autonomes. Et donc, en gros, quand il donne un cadre, il donne des règles du jeu. Et si les gens ne respectent pas les règles du jeu, ben, on attend qu'il se passe quelque chose. Donc là, en gros, le manager, on va attendre de lui qu'il donne le cadre pour favoriser l'autonomie. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de comment justement faire avoir des gens motivés, autonomie. Après, la partie sentiment d'appartenance à un groupe, ça va être de réussir à avoir un groupe assez inclusif, c'est-à-dire si je suis différent, je vais pouvoir me sentir bien, mais en même temps, il faut qu'il y ait une sorte d'homogénéité du groupe qui fait que le groupe va continuer à marcher. Donc ça, c'est la partie inclusion, où justement, on va essayer d'avoir des pratiques ou des comportements qui fait que je vais me sentir bien, je vais être capable d'être moi-même, mais en ayant quand même une sorte de cohérence d'ensemble. Donc ça va quand même être un des sujets du manager. Et après, un autre sujet du manager qui est la partie compétences, où je vais essayer de motiver les gens en travaillant leurs compétences. Et donc, c'est comment je développe les personnes. Donc, en tant que manager, je ne suis pas juste là pour faire que les gens ils exécutent ce que j'ai décidé. Sauf à faire le choix que dans mon modèle opérationnel, j'ai que des tâches répétitives, routinières et tout, et je vais vers de la motivation extrinsèque à coup de bâton et de carottes. Mais sinon, si je considère que je suis dans un métier de la connaissance, qu'il faut que je motive les gens parce que je veux des gens qui réfléchissent et que je ne réfléchisse pas à leur place, eh ben, il va y avoir la partie développement des compétences. Et donc, je ne suis pas là en tant que manager juste pour faire du suivi opérationnel. Je suis aussi là pour aider les gens à se développer et à monter. Alors, ça ne veut pas dire que je fais tout seul. Il peut y avoir des programmes de mentoring, quelqu'un d'autre va aider, des communautés. Et c'est aussi ça qu'on va essayer de faire, c'est toute cette porosité un peu latérale qui fait que les gens vont progresser entre eux et qui va aussi favoriser la partie mobilité. Parce que plus vous avez d'incertitudes, plus vous aimez bien que les gens ils bougent quand même un peu, parce que vous ne savez pas exactement de quoi demain sera fait. Donc là, en gros, voilà, ça va toucher la partie qu'est-ce qu'on attend d'un manager. Ouais, on revient un peu sur les structures. Ça peut être un modèle matriciel, ou en tout cas, ça ressemble un peu d'avoir des communautés. Donc, même s'ils ne sont pas dans les mêmes équipes, les DevOps vont parler avec les DevOps, les product managers vont parler avec les product managers, etc. Ça permet de faire grandir chacun, de voir différentes pratiques et parfois, c'est même aussi en externe, permettre aux gens d'aller voir une conférence, d'aller discuter ou d'organiser un meet-up. Ça fait partie de ce genre de choses-là qui fait travailler le métier de chacun et grandir les personnes. On nous pose aussi de temps en temps la question en disant j'ai envie que les gens dans mes équipes réfléchissent, mais ils réfléchissent mal. Euh, et dans ce cas-là, c'est le cadre, à mon avis, qui est mal posé. Et c'est aussi une démarche qui prend du temps. Et on ne peut pas changer du tout au tout si on a fait une culture qui génère des exécutants, bah, leur dire, OK, maintenant vous avez le droit de réfléchir, vous avez l'autonomie sur tel périmètre. Ça prend du temps à construire le périmètre et à construire le cadre, à le faire accepter, et ensuite à ce que eux se mettent dans cette motivation-là. J'aime beaucoup ton exemple parce que souvent, je comprends pas. Dans 90% des cas, je fais leur boulot à leur place et je leur dis ce qu'il faut doivent faire. Et puis, une fois de temps en temps, je leur demande d'innover et d'avoir des idées. Ils en ont pas. C'est vraiment des gros nazes. Euh, Donc là, je le dis exprès un peu provocateur. Mais en gros, bah, vos comportements, il va avoir de l'impact après. Si vous demandez aux gens de ne pas réfléchir et d'un seul coup, vous leur demandez de réfléchir, forcément, ça va être dur. On crée des habitudes. Globalement, le manager, il va essayer d'aider à créer des habitudes. Et c'est là où après, on disait aussi, qu'est-ce qu'on attend d'un collaborateur? Il y a la culture, il y a qu'est-ce qu'on attend du manager, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un collaborateur? Voilà. Ça peut être aussi important que la personne arrive à se situer. Et après, j'ai quand même envie de dire que toutes les cultures ne sont pas bonnes pour tout le monde. Des fois, il y a des personnes, on va dire, qui sont pas au bon endroit par rapport à la culture de la boîte. Ça ne veut pas dire que les personnes sont mal, hein, ça veut juste dire qu'elles sont pas au bon endroit. Et d'ailleurs, ça rejoint un sujet, hein. Ce qu'il faut essayer toujours sur ces trucs-là, de la partie amélioration continue, c'est de ne pas critiquer les gens, c'est juste de critiquer par exemple le travail et de voir comment la personne peut s'améliorer. Et après, quand je dis que des fois il y a des personnes qui sont pas au bon endroit par rapport à la culture, c'est peut-être la culture qui est pas la bonne et tout, ou la personne qui a envie d'avoir autre chose. C'est pas un jugement de valeur par rapport à la personne ou par rapport à la culture, c'est juste que les deux ne matchent pas. Et des fois, on peut se rendre compte de ça. Mais en tout cas, si vous n'avez pas clarifié ce que vous attendez des gens, bah moi, je vais avoir du mal à savoir comment je me positionne par rapport à ça. Et après, je ferai les choix que j'ai envie de faire. Et des fois, je n'aurai pas le choix. Mais en tout cas, la question, elle n'est pas là. La question, c'est au moins avoir un cadre clair qui va permettre de faire que les gens ils se sentent au bon endroit. Et c'est là où je vais quand même revenir vers ChatGPT, parce que ChatGPT sera mon ami. Sur la partie au-dessus qui décrit un peu les activités, les axes qu'il y a derrière ressources humaines, moi j'ai envie de dire personne.
Je suis vraiment pas en phase avec ce que sort ChatGPT, parce que c'est beaucoup trop orienté les ressources humaines font. Alors qu'en fait, la partie ressources humaines, c'est quand même tout le monde. Je dis pas qu'il faut pas de ressources humaines, mais c'est pas juste les ressources humaines qui font de la gestion des ressources humaines. Il y a aussi les managers, puis il y a aussi les personnes qui peuvent se gérer eux-mêmes. Donc là, après, importance des ressources humaines dans un modèle opérationnel. Donc, importance des personnes dans un modèle opérationnel. Donc, optimisation du capital humain, on va quand même faire que comment vous mettez les personnes dans les bonnes conditions pour faire qu'elles soient les plus performantes possibles. Donc là, on peut parler d'optimisation du capital humain. Donc là, ça va quand même tirer. Comment vous allez savoir que les gens sont dans les bonnes conditions? C'est là où vous pouvez éventuellement faire des NPS, des questionnaires, et vous allez mesurer l'efficacité de votre modèle opérationnel sur la partie humaine avec un critère comme ça. Il y a aussi des critères de turnover qui sont intéressants. Et après, moi, j'aime bien rajouter des choses comme voir que les gens apprennent. Donc, est-ce que vous avez des principes de mentoring? Est-ce que les gens disent qu'ils progressent? Tous ces trucs-là. C'est souvent des questionnaires qu'on peut envoyer avec du quali et du quanti dedans pour savoir comment les gens se sentent bien. Soutien à la stratégie d'entreprise, ça va un peu tirer aussi sur quelles sont les compétences dont j'ai besoin demain. Donc ça va être un mélange de ressources humaines, de management. Et c'est là où justement la stratégie sert à donner une direction et on peut voir si on est bien positionné ou pas. Et c'est là où, si on est dans une culture où on n'arrête pas de former les gens, c'est pas je vais aller chercher des talents à l'extérieur parce qu'il me les manque. Éventuellement, je vais le faire parce que je vais vouloir me mettre sur une techno que personne ne maîtrise. Mais en tout cas, la question, c'est vraiment comment je fais pour faire que tout le monde progresse. Bon, pour info, elle est intéressante la question sur comment je fais pour recruter mon premier interne sur une technologie que je ne maîtrise pas. Et c'est là où éventuellement on peut se faire aider par l'extérieur, parce qu'en fait, c'est lui qui va donner le là sur après. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser de modèle opérationnel sur la partie personne, typiquement sur la partie processus de recrutement. Donc après, amélioration de la perf organisationnelle, c'est difficile de savoir dans la perf organisationnelle qu'est-ce qui est dû aux personnes, qu'est-ce qui est dû au processus et tout. Et donc là, c'est là où moi, sur ces indicateurs-là, sur cette partie-là, je vais plutôt aller sur les indicateurs que j'ai parlé, donc le NPS, collaborateur, le turnover, des choses comme ça. Et après, réduction des risques, c'est vraiment plutôt sur la partie compétences qu'on arrive à se projeter sur le long terme en disant OK, là, il faut faire gaffe parce qu'il nous manque des ressources à tel endroit, sur telle compétence, ou des fois, c'est aussi de dire OK, il n'y a qu'une personne qui maîtrise ça. Donc là, c'est aussi le rôle du manager, de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait une seule personne qui maîtrise une seule chose. Et on peut dire aussi la même chose sur les attentes collaborateurs. C'est est-ce que, et donc ça, on peut faire ça avec des skill matrix, donc grille de compétences. On peut voir s'il n'y a pas une seule personne qui maîtrise un truc. Et là, on est plutôt pas bien. Et c'est là où on dit qu'on en voudrait deux. Et ça, on peut le voir dans la partie modèle opérationnel. Et après, le dernier truc, promotion de l'innovation. De toute façon, l'innovation, il faut le mettre partout. Et dans toutes les cultures d'entreprise, on va retrouver l'innovation. Et vous avez intérêt d'innover, sinon vous n'êtes pas bien. Hein. Tu complètes? Oui, sur le soutien stratégique à l'entreprise, pour moi, je reviens sur l'intention et encore une fois, c'est ça. Est-ce que de manière générale, on laisse la possibilité aux gens de proposer des choses pour aller vers la stratégie et comment on construit le cadre dont on parlait tout à l'heure et l'autonomie. Après, l'optimisation du capital humain et l'amélioration des performances, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour l'instant. Et sur les risques, la plupart, alors en tout cas sur les risques humains et des personnes, la plupart des gens quittent les entreprises parce qu'ils ont un manager avec qui ça ne marche pas. Et c'est plutôt là-dessus que je pense qu'il faut regarder. Encore une fois, sur le cadre et sur le matching entre les personnes. Et donc, nous allons nous arrêter là sur la partie personne. Et oui, j'ai renommé la série de ressources humaines vers personne. Et c'est bon pour aujourd'hui. Merci.